consacrée donc aux monstres. Du coup, on a décidé aussi d'avoir des horaires un petit peu donc monstrueux. Donc, on ne va pas être en conformité avec les usages universitaires. On va commencer donc plus tôt. C'est un événement mémorable. Voilà. Donc, il faut quand même. Alors, pour cet après-midi, donc, on va aussi donc changer un petit peu de la manière de présenter donc les textes et les interventions. Il y a un mot d'ordre qui avait été lancé jadis, il y a quelque temps, Debout les monstres. Et effectivement, les deux orateurs donc, vont vous présenter en adoptant la station donc, Debout. Voilà, donc, alors, pour Jean-Louis Fischer, donc, je n'ai pas besoin de le présenter, mais simplement, il a publié donc, un livre voilà, il y a tout juste 10 ans, si je ne me trompe pas, la première édition. Un superbe livre qui s'appelle Monstres de pierre. Et dans cet ouvrage Monstres de pierre, on découvre tout sur les gargouilles, les diablotins et les autres créatures produites par l'imagination, à la fois donc des architectes et des sculpteurs. Donc là aussi, vous pouvez l'ajouter à votre liste des cadeaux pour les fêtes qui s'annoncent. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est absolument donc magnifique et c'est passionnant. Donc c'est à vous pour une trentaine de minutes. On va essayer. Voilà. Bon, je vais vous présenter donc un exposé sur le monstre, mais le monstre d'une façon un peu particulière, comme vous allez le voir. Ça, c'est dans l'autre sens. Ça ne marche pas. Au secours. Ou alors je peux... Ah, c'est pour toi. Voilà. C'est bien là, hein. Bon, c'est pas grave, on est en train de rattraper notre avance. Voilà. Très bien. D'abord, une histoire des monstres peut s'expliquer de cette façon rapide en 3 périodes qui avaient été déterminées par Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, l'un des fondateurs de la science des monstres, qui expliquait qu'il y avait une période fabuleuse, qui était certainement la plus grande période depuis l'Antiquité, depuis qu'on a des textes, jusque dans la fin du XVIIe siècle. Il y a un peu une avance dans le XVIIIe siècle, mais c'est cette grande période où on peut présenter et discuter sur un monstre. Ah oui, il n'y a pas de... Il y a un pointeur ? Le pointeur, c'est le... Ah voilà, ça y est. Où on peut discuter sur un monstre tout à fait fabuleux, hein, mais là, il y a une histoire. L'historien, le médecin, le spécialiste des monstres va pouvoir discuter très longtemps sur un tel monstre. Mais à côté, on pourra avoir en effet une forme de tératologie tout à fait normale, normative, dans la mesure où là, ce sont des handicaps ou des anomalies qui permettent à la personne de vivre. Donc à ce moment-là, on a une image directe et une représentation directe et bien réelle de la monstruosité. Ensuite, au XVIIIe siècle, on l'a appelé la période positive. Période positive parce que tout ce qui était de fabuleux a été mis de côté. Là, à ce moment-là, on prend le monstre pour ce qu'il est. On prend le monstre et on l'étudie dans son anatomie, dans sa morphologie, dans son squelette. Le monstre n'est plus un objet fabuleux, extraordinaire, même si quelque part on va mettre en place ce qu'on va appeler la querelle des monstres, savoir si Dieu, enfin c'est toujours là, voilà, il y a la question théologique qui est encore forte, si Dieu est responsable des monstres ou pas. Mais dans une rationalité scientifique, le monstre a une réalité et le fabuleux est placé de côté. Et ensuite, la période scientifique, eh bien, cette période scientifique se met en place dans ces années 1820, c'est un petit peu avant, et puis d'une façon rationnelle à partir de 1830 avec Isidore Geoffroy Saint-Hilaire qui va nommer cette science la tératologie, téras, on vous l'a expliqué tout à l'heure, du terme grec, monstre, et toutes les dérivés qu'il peut y avoir autour de ce terme. La scientificité que l'on va donner au monstre se trouve donc dans sa classification et sa nomination. Il est évident qu'une science ne peut se forger qu'à partir de l'instant où on connaît l'objet, on sait nommer l'objet, et quand on parle d'un objet, on nomme un objet, on sait de quoi on parle, et à ce moment-là, on peut créer une science. Et donc, un exemple très rapide, les premières nomenclatures ont été faites sur ce qu'on a appelé les monstres doubles. Hein, on avait, Isidore Geoffroy Saint-Hilaire va classer dans sa thèse de médecine 3 grandes catégories de monstres doubles qu'on peut définir par les lettres X,
hop, X ou H, et on va les appeler pages. Et ici, on aura, les monstres sont inégaux, et on aura un hétéropage, hein, on voit bien, ici il est en forme de H. Les monstres qui sont en forme de Y, on va les appeler dymes, et ici, quand ils sont d'une partie inégale, on les appelait hétérodymes, et quand ils sont en forme de lambda, on les appelle adelphes, hétéradelphes, donc ils sont d'une façon inégale ici. Donc il suffit de dire hétéropage, hétérodyme ou hétéradelphe, et on a tout de suite l'image de l'objet scientifique sur lequel on va travailler. Hein, donc la nomenclature était importante pour créer cette science qu'on a appelée la tératologie. Alors on va quitter donc cet aspect entre le monstre qui est un jeu de la nature. Le monstre ne devient plus un jeu de la nature, mais il va falloir expliquer ses origines. Ça va être les nouveaux paradigmes. Alors là, ici, je vais vous parler un petit peu de cet aspect de la représentation et de l'interprétation, hein, pour s'ouvrir, pour ne pas rester trop enfermé dans une science de la tératologie. Et on peut faire appel, je pense que certains connaissent bien ce concept, cette théorie qu'on appelle la théorie des géants, qui est assez complexe. Là, moi, personnellement, la théorie des géants, c'est Biederman qui invente cette conception. Et à partir d'un certain nombre d'objets géométriques, par exemple, on peut prendre un cylindre, un cube, une pyramide, et après, avec 5-6 objets comme ça, on peut reconstruire à peu près 10 puissance 2 autres objets. Mais pour construire ces objets et reconnaître ces objets dans des formes géométriques, dans ces quelques formes qui peuvent être réductrices, il faut avoir soi-même une connaissance déjà de l'objet qui peut être représenté. Par exemple, ici, dans cette conception des géants, il y a l'aspect visuel. On voit ce petit chat qui se représente un lion, mais il faut bien sûr qu'il soit lui-même connaisseur de ce lion et que pour lui, il puisse se reconnaître dans ce lion. Et on a donc peut-être une famille chat qui est quelque part dans cette représentation. Pour vous dire, je vais aller un peu vite, excusez-moi, mais pour vous dire, si je prends ce monstre qui avait été décrit dans ce XVIIe siècle, le monstre de Cracovie, mais dont on connaît l'origine, qui est né dans le XVIe siècle. On sait qu'il est né, c'est Boas Tuaou qui nous raconte qu'il est né d'une famille tout à fait honorable, parce qu'on pourrait penser que c'est un acte diabolique. On est un peu encore dans le fabuleux. Et ce monstre, on l'habille, vous voyez, il a ici des têtes de chiens qu'on peut retrouver sur les armures du château de Heidelberg, par exemple. Vous avez des chevaliers avec ces têtes de chiens sur les genouillères. Et ce monstre, le tératologiste, quand il le voit, justement en s'inspirant de ce concept de la théorie des géants de quelque forme, comment on peut reconstituer ou donner une réalité à ce monstre. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est cette trompe avec ses yeux qui sont assez indécis en fin de compte, et on peut le rapporter tout à fait à une cyclopie avec probosciste. Hein, c'est quelque chose qui existe parfaitement. Et ça, c'est la question qui s'est posée. Et avec, vous connaissez notamment Jean Séard, hein, qui est un grand connaisseur de ce 16e, 17e siècle, où lui, il me dit toujours, mais non, tout ça, c'est de l'imagination, tous ces dessins viennent de l'imagination. Moi, je lui dis, mais non, il y a une réalité quelque part. Et à partir de cette réalité, que lorsqu'il naît un monstre avec proboscite, par exemple, dans une campagne, c'était ça le problème que Jacques Roger, par exemple, a bien développé. Quand un monstre de ce type naît dans une campagne lointaine, où le médecin reçoit les témoignages qui passent d'une personne à une autre, qui sont souvent des autorités pour donner une solidité à la naissance d'un tel monstre, il est évident qu'après le dessinateur, il dessine ce qu'on lui dit. Il y a un monstre qui est né avec une trompe, ça peut être peut-être un éléphant, hein, pourquoi pas. Et donc on peut, dans la vision, et également on peut voir une syndactylie peut-être dans ces représentations. Mais ça, c'est tout à fait mon imagination à moi. La représentation que je peux me faire de cette figure, qui est une figure fantastique, une figure surréelle, pour donner peut-être une réalité quelque part à l'origine de l'interprétation qui a été faite par les médecins à cette époque. C'est là.
voilà, on a aussi, tout à l'heure, on en parlait du sciapode, hein, ces fameuses populations. Alors c'est intéressant parce que souvent dans ces populations, on voit que des hommes, c'est rare. Alors il y a eu des représentations avec des femmes où on a dans les panotis ces formes avec des très grandes oreilles. On a sur une abbaye romane, on a en effet un homme, une femme et un petit avec de grandes oreilles. On pensait qu'il y avait aussi une population avec des grandes oreilles où ils se protégeaient avec leurs oreilles. Enfin, il y a toute une histoire, c'est toute la légende des populations d'hommes monstrueux qui habitaient toujours dans des lointains, dans des contrées très lointaines qu'on n'arrivait presque jamais à découvrir. Mais ils existaient, ils avaient une existence. Et les sciapodes, quelle est l'origine des sciapodes ? On peut penser que ça peut être la vision des sandous, hein, qui étaient toujours sur une patte, ou bien l'observation de monstres réels, hein, des monstres monopodes, des syréniens monopodes, ou sympaodes ici avec deux jambes. Donc, ou bien de l'imagination. Voilà. Alors, cette histoire, je raconte ça parce que... oui, alors bon, ça, c'était donner une explication un peu plus scientifique, parce qu'on a pu plus tard reproduire tout à fait ces formes de syréniens, sympaodes ou monopodes, en faisant des irradiations à une époque bien particulière de l'embryon de poulet. On reviendra tout à l'heure rapidement sur cette question. Il y a des artistes qui sont intéressés aux sciapodes. On a représenté donc les sciapodes. On a représenté les sciapodes. Et alors, est-ce de l'imagination ou est-ce à partir d'une réalité ? Et toujours avec le discours que j'avais avec Jean Séard, nous étions une fois à une grande exposition internationale d'art contemporain, et je vois des sciapodes, un sculpteur qui avait fait des sciapodes en résine. Alors je vais le voir, je dis là il y a un exemple, qu'est-ce qu'il va me dire ? Non, je lui dis, vous connaissez les sciapodes, toute cette histoire ? Il me dit, oh non, j'en ai entendu parler. Et alors, pour l'origine de vos sculptures, il me dit, j'étais en train de dessiner et d'un seul coup, je me suis mis à faire un dessin d'un homme avec une seule jambe. Et il y a ma femme qui m'a dit, mais tiens, ce serait intéressant si tu en faisais des sculptures. Voilà. Alors là, on est dans l'imagination. Mais on peut aller peut-être un peu plus loin. Est-ce que c'est vraiment de l'imagination ? Est-ce que lui, quelque part, parce qu'il y a pas mal d'artistes qui font ce genre de sculpture, est-ce qu'il avait déjà dans sa tête cette idée et cette image qu'il l'a retransmise ? Et voilà, donc on reste toujours dans des interrogations. Toujours est-il, imagination ou réalité ? Voilà, la question se pose toujours. On a évoqué tout à l'heure les cyclopes. Les cyclopes qui sont représentés. Laroman, vous savez, Laroman a beaucoup représenté ces populations, ces exemples. Il y avait un exemplaire ou un peu plus, ces exemples de populations monstrueuses. Et on a aussi l'histoire des crânes d'éléphants. Hein, au niveau de la sortie de la trompe, on a pensé à ces géants cyclopes qui pouvaient venir de là. Puis on a des tas d'explications. Et puis il y a toujours la réalité du cyclope, qui sont des tératologies létales et qui sont reproductibles. On en dira un mot tout à l'heure. Bon, je n'ai pas trop insisté. Il y a ici la tête, l'œuf. Alors, ça, c'est intéressant, parce que pendant longtemps, on pouvait se demander, mais cet œuf à tête de femme, vous avez cette représentation que vous connaissez bien, est-ce qu'on pouvait donner une réalité à cette représentation ? C'est une servante qui ouvre des œufs et qui, dans un œuf, trouve une tête humaine. Et alors, c'est dans une campagne. Aller chez un notaire, le notaire en témoigne lui-même, est-ce qu'il l'a vu ou pas, on n'en sait rien, et c'est transmis comme ça à des autorités qui donnaient qui sanctionnaient certainement la réalité jusqu'à temps que le médecin en ait le témoignage pour pouvoir le dire au dessinateur et que le dessinateur va dessiner dans un œuf une tête de femme avec des cheveux de serpent, ou d'un homme plus exactement, parce qu'il a également une barbe de serpent. Mais on peut imaginer, vous voyez, la servante qui régulièrement fait de la cuisine, casse les œufs, un jour elle est tombée sur un œuf qui était incubé, un œuf de 5-6 jours incubé. Et quand vous regardez cet œuf, vous voyez l'embryon avec son œil ici et les battements du cœur. Donc quand vous ouvrez un œuf d'un embryon de 5-6 jours, vous voyez tout ça, ça bouge. Et ça a pu impressionner cette servante qui n'avait peut-être jamais vu un embryon de poulet, un œuf incubé. Donc voilà peut-être dans l'interprétation
que je peux me faire ici d'une représentation tout à fait imaginaire sur laquelle on a formulé énormément de discours, comme Lichetti. Si vous regardez Lichetti, ce qu'il raconte, on pourrait passer un long moment autour de cette femme à tête de serpent. Le monstre de Ravenne aussi, alors celui-là va m'intéresser un instant. Le monstre de Ravenne, qui était le type de monstre qui avertit d'un danger. Là, on est bien dans l'histoire de ces monstres assez extraordinaires. Souvent, la naissance d'un monstre, ça signale une faute. Hein. On a cet enfant demi-homme, demi-chien, hein, qui sanctionnait la faute d'une femme qui aurait commis un acte de bestialité. Donc, on a toujours le monstre quelque part. Il n'est pas tout seul comme ça. Il a toujours une explication dans une sanction, dans un projet. Et ici, le monstre de Ravenne, dans ses débuts, il est assez diabolique. Puis petit à petit, on pourrait dire qu'il se néoténise dans la mesure où il rajeunit. Chez Paris, on le représente avec un visage charmant. Il a les deux sexes, il est représenté comme un exemple d'hermaphrodisme. Mais ce qui m'avait intéressé, et ce qu'on ne voit pas peut-être toujours, c'est le placement des ailes. Quand vous voulez faire l'interprétation d'une telle figure, on ne s'interroge pas sur la place des ailes. Ici, c'est des ailes de chauve-souris, ici, c'est des ailes d'oiseau. Mais tout biologiste va penser, s'il focalise sur ces ailes, mais il y a peut-être, on va rentrer dans le concept de ce que Geoffroy Saint-Hilaire appelait les analogies, qu'on a appelé plus tard les homologies. Donc il y a une rationalité scientifique dans cette représentation anatomique que le dessinateur ou que le médecin de l'époque ne pouvait pas du tout avoir. Mais elle est ici présente. On peut, si on veut, donner plus de poids à ce genre d'interprétation, rappeler cette phrase de Gauguin qui disait « L'artiste ne doit pas copier la nature, mais prendre les éléments de la nature et créer un nouvel élément ». Hein, donc on peut imaginer, et à ce moment-là, si on reprend notre monstre de Ravenne, on peut en effet lui retirer tous ces éléments. Hein, il a des ailes d'aigle ou de chauve-souris, il a des pattes d'aigle. On peut imaginer aussi que ses bras, à partir des épaules, mais c'était peut-être un enfant qui avait une phocomélie. Hein, pourquoi pas, et on lui a mis des plumes ou des ailes de chauve-souris, et cette jambe unique pouvait encore rappeler de nouveau soit un sciapode, un Sirenia monopode ou bipode. Voilà. Et ensuite, on peut remettre, bien sûr, ces objets et recréer notre monstre de Ravenne. Il n'a pas les ailes dans le dos, les anges. Il est là, le monsieur qui parlait des anges tout à l'heure. Les anges, c'est vous savez que dans la Bible, les anges, c'est une entité, ça n'existe pas. Hein, c'est un ray de lumière, et les anges n'ont pas d'ailes. C'est une conception ancienne qu'on a représenté des ailes et des bras en même temps. Les ailes sur les omoplates, si on va voir la génétique avec les homéobox et tout ça, c'est quelque chose de, pour l'instant, difficile à concevoir. Un petit coup d'œil à Mélusine, hein, qui est pas loin d'ici. L'envol de Mélusine avec ses ailes de chauve-souris. Voilà, donc il y a tout un discours à tenir autour de ça pour vous montrer l'aspect anatomique que l'on pouvait tirer dans l'observation du monstre de Ravenne avec ces théories de l'homologie. On a toujours donc ces structures, c'est toujours la même structure du bras, que ce soit chez le phoque où la main devient une nageoire, mais on a toujours l'humérus, le radius et le cubitus qui sont en place avec les doigts. Hein. Donc on a une rationalité dans cette représentation, dont on peut dire beaucoup de choses, bien entendu. Et le monstre de Ravenne avait quelque part une rationalité que le dessinateur, le médecin ne pouvait pas concevoir, mais que nous-mêmes, nous pouvons concevoir. Bien sûr, ça reste une conception tout à fait personnelle, à partir de laquelle on peut, bien entendu, discuter. Alors, raconter les monstres, on peut les raconter, il faut les regarder, bien sûr, pour les raconter. On va forger des lois organiques pour expliquer les monstres, leur origine, parce qu'il faut bien donner quelque part une explication à l'origine et à ces naissances de monstres. Alors, on va fonder une science, comme je vous l'ai expliqué, la tératologie, et cette science va se développer
en tératogénie à partir de l'instant où on va essayer de faire de l'expérimentation, de mieux comprendre le mécanisme de la monstruosité. Et on va fabriquer des monstres, non pas pour le monstre lui-même, mais pour essayer de comprendre une normalité. Ça va être l'embryologie expérimentale ou causale ou expérimentale. Et enfin, on va vraiment créer une tératogénèse qui va vraiment expliquer l'origine organique à partir de l'embryon de différentes malformations et monstruosités. Voilà, et puis si on arrive à une fin des monstres, ça sera une question finale. Dans l'embryologie expérimentale, c'était une science qui commence au début des années 80 et qui va perdurer. L'embryologie expérimentale a fait énormément de monstres. On a fabriqué énormément de monstres, mais on ne s'est pas intéressé aux monstres. On faisait des monstres simplement pour essayer de comprendre le développement normal. Et on va faire ces monstres à partir des tout premiers développements de l'œuf, quand l'œuf, après la fécondation, commence à fabriquer ses deux premières cellules, qu'on appelle des blastomères, va faire ces 2 cellules, ces 3, 4, 6, 8, 10 cellules. Et un personnage va jouer un rôle important dans cette embryologie expérimentale, c'est Laurent Chabry, qui, dans sa thèse, va... Alors, là, l'expérimentation devient un peu complexe. On travaille sur l'œuf d'Acidique qui fait environ 200 microns, c'est-à-dire c'est moins d'1 millimètre, hein, c'est tout petit. Donc pour pouvoir expérimenter sur cet œuf, il invente tout un appareillage. Et cet appareillage va permettre sous le microscope, de placer un œuf et de pouvoir tuer, quand cet œuf a 2 cellules ou 4 cellules, de tuer une cellule après avoir fabriqué des aiguilles extrêmement fines qui font 2-3 microns. Donc on va pouvoir faciler, comme il dit, tuer un blastomère au stade 2 ou 4. Et une fois qu'il y a un blastomère qui est tué, il observe le développement de l'œuf et il voit que lorsqu'il a tué un blastomère, eh bien, au stade 2, l'œuf ne produit qu'un demi-embryon. S'il tue un blastomère au stade 4, eh bien, il y a des malformations d'organes spécifiques. Donc il peut déterminer qu'au début de la fécondation, l'œuf contient tout le matériel du futur embryon, du futur organisme, et que la division cellulaire ne fait que partager ce matériel. On va être donc dans ce cas de ce qu'on va appeler la néopréformation. C'était l'interprétation que les embryologistes vont donner pour ces types d'expériences, hein, dans la mesure, encore une fois, où chaque blastomère aurait une partie de l'organisme futur et la division cellulaire de l'œuf ne ferait que partager ce matériel. L'œuf est dit anisotropique. Et une autre expérience, alors cette expérience a inspiré d'autres embryologistes qui ont travaillé sur un autre matériel qui est l'oursin. Et quand on fait la même expérience avec l'oursin, où on prend un œuf d'oursin à 2 cellules et on sépare une cellule, eh bien on a un embryon tout à fait normal. Si on fait ça à 4 cellules, si on prend une cellule, si on sépare en 4, on aura 4 petits oursins tout à fait normaux. Donc là, l'œuf d'oursin sait réguler le geste que l'expérimentateur a fait et donner un être parfait. Donc là, on dit que l'œuf régule, contrairement à l'œuf d'Acidique, sur lequel travaillait Chabry. L'œuf régule et peut réparer donc les dommages que lui a causé l'expérimentateur. Là, on était dans le cas d'une néoépigénèse. Alors c'est intéressant parce qu'on se retrouve dans cette fin du 19e siècle avec 2 théories opposées, néopréformation, néoépigénèse, comme on l'était au 19e siècle, au 18e siècle, avec les fameuses théories de la préexistence des germes, préformation et épigénèse. Donc on se retrouve par des résultats expérimentaux dans des grands systèmes théoriques qui ne sont pas simplement dus à la lecture du résultat scientifique, mais qui sont dus beaucoup à l'idéologie du scientifique qui interprète le résultat. Et un même résultat peut être interprété d'une façon différente suivant l'idéologie du scientifique. Même le cas de Chabry, on va dire, ben non, il peut y avoir régulation, c'est une illusion. Il y aura une régulation, on va démontrer une régulation avant la fécondation. Mais ça, c'est une expérience, on n'a pas le temps ici d'en parler. Voilà, donc c'était intéressant de savoir qu'il y a des œufs
qui peuvent réguler, ce qui a permis de mettre en place le DPI, le dépistage préimplantatoire, parce que si l'œuf humain réagissait comme l'œuf d'Acidie, c'est-à-dire s'il ne savait pas réguler, on ne pourrait pas faire du dépistage préimplantatoire. Parce que si on retirait une cellule de l'œuf humain, eh bien, l'œuf humain, il serait anormal, il donnerait un embryon anormal. Là, on peut extraire un blastomère de l'œuf humain, pouvoir analyser cette cellule, dire si c'est un garçon ou une fille, par exemple. À ce moment-là, on ne va pas implanter s'il y a une pathologie liée au sexe. Généralement, c'est le sexe mâle. Donc, si c'est un garçon qui est dans cet œuf, on ne va pas l'implanter. Donc, vous me dites 5 minutes, c'est extraordinaire. Voilà. Donc, l'intérêt qu'il y a eu à faire ces expériences qui peut arriver donc, jusqu'à une conception médicale actuelle. L'embryologie expérimentale, vous avez un personnage comme Étienne Wolf qui a vraiment fait ce qu'il a appelé de la tératogénèse expérimentale, et c'est lui qui, le premier, encore avec un appareillage assez complexe, pouvait irradier certaines parties de l'embryon de poulet, et à ce moment-là, on pouvait expliquer et faire une carte sur l'embryon de poulet des différentes régions qui étaient irradiées, montrer les différentes malformations et tératologies qui pouvaient être situées, localisées. Comme à l'époque, on avait fait une carte sur les chromosomes géants de la drosophile, où on avait situé les différents caractères génétiques qui pouvaient atteindre la génétique. Donc on était dans cette période de cartographie des régions tératogènes ou des régions de malformation ou de caractères génétiques. Bon, j'ai pas beaucoup de temps. J'aurais voulu quand même vous parler de cette histoire de Péronnet. On a fait une expérience qui était vraiment l'expérience morphologique, où on prenait, vous savez, chez le poulet, ce qu'on appelle la cuisse, en fait, qui est la jambe, qui est formée du tibia et d'un péroné. Chez les oiseaux, le péroné est réduit, vous l'avez remarqué. Le péroné réduit, vous avez tous mangé des cuisses de poulet. Et si on fait cette expérience suivante, je prends un embryon de poulet dans les 72 heures, je crois, 68, 72 heures, peu importe. Les ébauches de la patte, c'est métatarse, tibia, fémur. Si je prends un embryon de poulet et que je retire l'ébauche tibia, je remets l'ébauche métatarse du pied, j'obtiens un poulet qui n'a plus de péroné. Si je fais l'expérience inverse, je vais rajouter du matériel sur une ébauche de patte de poulet. Je rajoute une ébauche tibia, fémur, métatarse, et j'obtiens un embryon de poulet avec un péroné entier. Ce que j'obtiens, Wolf appelait ça de la paléontologie expérimentale. J'obtiens donc un poulet qui n'a plus de péroné, c'est-à-dire c'est le futur, c'est un futur de l'oiseau, où j'obtiens un oiseau avec un péroné complet. Ça rappelle l'archéoptéryx, c'est-à-dire l'origine des oiseaux. La normalité est celle d'aujourd'hui, que vous connaissez, et on a ici, on crée une normalité future, mais qui est une anormalité d'aujourd'hui, et on recrée une normalité passée qui était la normalité du passé, mais on crée une anormalité du présent. Voilà, donc c'est un aspect amusant de. Pour finir, vous êtes content, je vois. Pour finir, un rappel de Ansel, qui à partir de 1944. Il avait une fille qui était pharmacienne, donc il pouvait disposer d'un certain nombre de substances chimiques. Et c'est le premier qui va, avec une quantité énorme de substances chimiques, tester ces substances chimiques sur le développement de l'embryon de poulet. Et là, il va trouver énormément de malformations qui vont être produites par ces substances chimiques, souvent des mutations assez spécifiques,
Il va y avoir la substance X qui va donner des malformations uniquement des pattes, une autre, ce sera de la tête, etc. Comme on n'a pas beaucoup de temps, on ne va pas faire les détails. Et Ansel avait bien mis, quand il publie son livre en 1950, les risques, c'était sous-entendu, les risques, combien la chimie pouvait avoir de résultats négatifs sur l'embryon dans la mesure où elle pouvait produire des malformations, des tératologies. Et vous savez, le premier exemple, c'était celui de la thalidomide, quand on a lancé la thalidomide en 1957, qui était destinée aux enfants. Quand les enfants étaient un peu agités, on leur donnait de la thalidomide pour les tranquilliser. Et on s'est aperçu, quand on donnait de la thalidomide aux femmes enceintes pendant les débuts, ça les soulageait des inconvénients de ces premiers temps de grossesse. Le problème, c'est que ce sédatif avait un effet tératogène spécifique sur le développement du membre antérieur ou postérieur. Donc on connaît un peu les mécanismes aujourd'hui de la tératologie de cette substance chimique. On compte à peu près 15 000 à 20 000 victimes, sauf en France. On a appelé en France, parce que vous savez, en France, il faut des tas de certificats pour donner la permission à un médicament. Et apparemment, on dit que c'est l'administration qui a été longue à signer l'autorisation de vente de cette thalidomide. Et ce qui fait que la thalidomide a été mise en marché en France un jour, et ils l'ont tout de suite retirée parce qu'il y a eu l'interdiction de vente de cette thalidomide, qui de nouveau aujourd'hui est sur le marché, puisqu'elle sert en effet pour des problèmes. Voilà. Et en Amérique du Sud, on a de nouveau des malformations, des enfants qui naissent avec ces malformations, parce que la thalidomide est prise un peu n'importe comment. Donc, la thalidomide a permis donc de mettre tout en place ce qu'on appelait la pharmacovigilance, des détections des substances chimiques tératogènes chez l'homme. Et la première conséquence, c'était bien sûr l'interdiction de toucher une femme enceinte et de lui donner combien de secondes ? 0 secondes, 30 secondes. On pourrait, pour continuer, parler de la dioxine. Et alors là, on rentre plus peut-être dans un aspect sociétal, de tous les problèmes de l'agent orange, de tous ces millions de litres qui ont été déversés, de toutes ces victimes qui ont été dues à la dioxine. On l'a considéré comme le deuxième écocide. Le premier, ça pouvait être la bombe atomique, l'atome, qui était quand même quelque chose, qui sont des crimes commis par l'homme, contre l'homme. Et bon, on punit personne pour ça. Voilà. Et on continue. Là, on peut se poser toujours des questions. Il n'y a pas de démonstration vraiment scientifique sur l'effet, des fois les effets tératogènes, mais on a sur les pourcentages de naissance, de fausses couches, voilà, donc qui peuvent tenir. Hier, donc, le monstre de Ravenne pouvait avertir d'un danger. Aujourd'hui, la naissance d'un monstre témoigne. Il n'avertit plus, mais témoigne vraiment d'un risque qui est en place. C'était intéressant de pouvoir, on a eu des discours, bon, je me dépêche, sur ce qu'on appelait les monstres douves, les frères siamois, pouvaient rendre une normalité. Il y avait une anormalité, de pouvoir rendre une normalité à cette normalité. On l'a fait dernièrement, le 13, vous êtes peut-être au courant, le 13 novembre, il y a eu une opération de ces, alors on les a appelés, c'est des sœurs siamoises camerounaises. Voilà, donc vous voyez toute la... siamoise camerounaise. Bon, toujours est-il, l'opération, il y avait une équipe de 20 médecins collaborateurs qui ont réussi donc à séparer ces fillettes qui n'avaient pas une attache très très importante, mais enfin bon. C'est une idée très ancienne, déjà en 1902, Doyen, un médecin, faisait exactement ce type d'opération. Et vous voyez, à l'époque, les médecins, ils étaient en bras de chemise, sans max, sans rien. Bon, il faut dire que ces fillettes n'ont pas vécu très longtemps. Voilà. Alors, le XXIe siècle, le monstre témoigne. Il y a des conflits de guerre. Voilà. Et Wolff écrivait « Il est permis de penser que les progrès de la tératogénèse permettront non seulement de mieux comprendre la genèse des malformations, mais encore de remédier aux lourds tributs
et à la grande pitié des naissances monstrueuses. Voilà, on a oublié tout ça. Et aujourd'hui, on est dans le départ des hybrides. Hein, ce sont ces hybrides homme-animal. On en fabrique. Aujourd'hui, le Japon et la Chine vont au-delà des 14 jours qui était normalement une limite qui était accordée. Et donc, on peut prendre un cytoplasme d'ovocytes de vache, on retire le noyau et on met un noyau fécondé humain et on met ça en culture. Voilà, donc les hybrides de la fiction, les cynocéphales reviennent dans l'imaginaire des artistes. C'est une autre interprétation de ces hybrides de 14 jours. Voilà. Merci, j'étais un peu vite. Merci. Alors, donc, nous allons maintenant écouter donc, Nicolas Buchmeister. Alors, comment le présenter, c'est assez difficile puisque tout le monde le connaît. On pourrait presque dire que c'est le côté suisse de l'université. Il a contribué à la fois au manuel Biologie moléculaire, exercices et méthodes, voilà, dont on peut toujours faire l'acquisition. Mais il est aussi, par exemple, la cheville ouvrière de l'association donc, BD 86, dont il est le vice-président, et qui organise donc chaque année le festival de Louis Gugé, qui doit en être à sa 24e édition. Si j'ai bien compté. Il va faire sa 25e cette année. Voilà. La 24e fête et la 25e en ligne d'horizon. Très bien. Avec un habitué. Voilà. Bon, donc Nicolas, pour 30 minutes, en posture debout aussi. Et... Ouais, en posture debout, on va essayer, oui. Très bien. Alors, je vais attraper la chose. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc je vais vous parler de quelque chose de relativement... un concept assez compliqué, mais en même temps, je vais essayer de le rendre le plus simple possible, parce que je sais qu'il y a très peu de gens qui sont familiarisés avec la biologie, donc on va essayer d'être très, très simple. Alors, évidemment, on va parler de monstres quand même, même si ce terme de monstre, on l'a vu, surtout par rapport à la médecine d'aujourd'hui, on est plutôt en train de parler de monstruosité que de monstre. Il est très, très compliqué aujourd'hui justement de monstrer des êtres humains qui ont des malformations comme étant des monstres. Donc ce sont des monstruosités, mais évidemment pas des monstres. Et donc le thème de la journée, c'est « Y a-t-il un monstre dans vos gènes ?» Et donc on va commencer par reprendre un petit peu les éléments que vous avez vus jusqu'à présent. Les monstres dans l'Antiquité, on avait affaire à des monstres de type plutôt hybride avec des animaux et des humains. Vous voyez ici des sirènes qui obligent Ulysse, qui veut entendre leur chant, à s'attacher à sa barque. Vous aviez donc le fameux Polyphème dont on a parlé tout à l'heure, le cyclope, cette magnifique sculpture qui a été retrouvée à Baïa dans une grotte sous-marine. Ici, vous avez la méduse, le minotaure, bien entendu, et puis d'autres types de monstres plus récents, des griffons ici, le loup-garou, qui est un grand classique, et puis la littérature et le cinéma, la bande dessinée qui fourmille aujourd'hui de tout un tas de monstres divers et variés, que ce soit des monstres plus ou moins synthétisés par l'homme, ou pas d'ailleurs, puisque ici vous avez des mutants. La série X-Men est extrêmement intéressante sur ce plan-là. Vous avez évidemment Game of Thrones ici, et puis les fameuses striges de notre ami Richard ici présent. Donc, en fait, moi je ne vais pas vous parler de ces types de monstres-là, je vais vous parler plutôt de monstres qui sont effectivement nés au cours de l'embryogenèse. Et au cours de l'embryogenèse, vous l'avez entendu tout à l'heure avec Jean-Louis Fischer, il y a des programmes qui se mettent en place, des programmes prédéterminés. Vous l'avez vu, quand on enlève une cellule sur deux dans un certain nombre de types d'embryonnaires, eh bien, on n'a que la moitié de l'embryon. Donc ça veut dire qu'il y a un programme qui est là et qui va se lancer jusqu'au bout. Donc ces programmes permettent la mise en place de parties du corps. Et quand ces programmes, en fait,
sont dégradés, eh bien, on va avoir une perturbation. Il manque un bout de l'écran. Je pense que malheureusement, il va y avoir des choses peut-être un peu perdues, mais c'est pas grave, je vous expliquerai. Les causes, eh bien, de ces dégradations de programmes, elles sont parfois environnementales. C'est le cas actuellement avec ce rapport-là qui vient d'être rendu sur les agénésies des membres supérieurs qu'on a pu constater dans un certain nombre de départements en France ces derniers temps, pour lesquels les causes ne sont encore pas totalement identifiées, même si on a un certain nombre de pistes. Et puis, ces causes, elles peuvent être également génétiques. Et à ce moment-là, vous allez avoir des modifications génétiques qui vont conduire à un certain nombre de modifications. Vous avez ici des syndactylies et des polydactylies, des modifications de la position de l'oreille ici, et puis un bébé qui a 4 bras. Donc vraiment des choses tout à fait à la fois extraordinaires, mais qui ont une explication biologique tout à fait concrète. Dans le cadre de la construction du corps, qui nous occupe quand même aujourd'hui, les programmes sont de fait extrêmement conservés entre les espèces. Quand on prend des embryons de différentes espèces, ici poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux ou mammifères, eh bien, globalement, la forme de ces embryons est très très proche les unes des autres. On a donc probablement une façon de créer le corps dans chacune de ces espèces qui est commune. Il y a des programmes tout à fait communs qui se mettent en place pour permettre ensuite, au cours du développement, d'avoir ces espèces totalement différentes, qui ont des caractéristiques au final totalement différentes, mais qui sont basées sur un programme de départ qui est totalement commun. Ces programmes, ils sont évidemment contenus dans les gènes. Ce sont les gènes qui portent ces programmes. Et la question maintenant, il va falloir définir ce que c'est qu'un gène. Parce que si je pose la question à un certain nombre de gens dans la pièce, je ne suis pas sûr que les réponses seront satisfaisantes. Qu'est-ce que c'est qu'un gène? Un gène, c'est quoi? Si on regarde ce que dit Wikipédia, un gène est défini comme une séquence d'ADN susceptible d'être transcrite en ARN. Bon, déjà, je pense que j'ai perdu la moitié de la salle. Donc, c'est une séquence d'ADN qui va être transcrite. On va voir dans 2 minutes ce que c'est que la transcription. S'il est ensuite traduit en protéines, la séquence est dite codante. Bon, c'est la définition. On va comprendre. On est devant des littéraires ici, donc les mots ont un sens. On va parler de transcription ici, et on va parler ensuite de traduction. Il s'agit donc de phénomènes, de mécanismes que la cellule va organiser, et qui vont permettre de passer, finalement, de l'ADN, qui constitue le gène, par le biais de la transcription, à un élément qui est formé de choses tout à fait semblables à l'ADN. L'ADN, c'est un code à 4 bases, donc les 4 lettres A, T, C, G. Et lorsque vous transcrivez en ARN, eh bien, vous réécrivez exactement la même chose. Oh là là, il y a tout qui est maintenant visible. Au secours. Vous avez une réécriture, mais avec non plus de l'ADN, mais de l'ARN, c'est-à-dire vous avez changé de molécule simplement, mais c'est une écriture identique, toujours avec 4 lettres. Et puis, vous allez maintenant traduire pour fabriquer autre chose. Et vous allez fabriquer quoi? Vous allez fabriquer des protéines à partir de ces éléments ici, que sont les ARN. Donc, vous allez maintenant écrire avec un autre type d'éléments chimiques, que sont les acides aminés. Et donc, vous allez traduire le message que contenait l'ARN en protéines. Donc, le gène contient l'information sous forme de code à 4 lettres, d'accord, qui permet ensuite d'obtenir des protéines. Donc, on a un système qui est donc linéaire entre le gène et la protéine. Mais le gène, ce n'est pas seulement une séquence codante. La séquence codante, vous l'avez ici, dans l'ARN messager, à la fin, d'accord ? Une partie de l'ARN messager, ici, comprend
la séquence qui va coder pour la protéine que vous allez avoir à la fin. Mais en fait, il y a tout un processus qui consiste à retirer tout un tas d'éléments qui sont au départ lus dans le gène de départ et qu'on va retirer pour en fait ne garder au final que les parties codantes que vous avez ici en rose. Donc les parties en blanc qui ne sont pas codantes sont retirées au fur et à mesure. Mais le gène lui-même est quelque chose de beaucoup plus long. Vous avez cette partie qui va être dite transcrite, qui correspond à l'ARN messager ici, mais en amont ici de cette séquence d'ADN, eh bien, vous avez tout un tas de séquences très importantes qui vont réguler le fait de transcrire cette partie qui est codante. Donc vous allez avoir ici en amont tout un tas d'éléments de l'ADN qui vont porter des séquences qui seront elles-mêmes reconnues par des protéines qui vont venir se fixer dessus, c'est ce qu'on verra sur la diapo suivante. Protéines qui vont, vous avez ici l'ADN, d'accord ? Vous avez la partie codante ici, avec la transcription de l'ARN messager qui va commencer à cet endroit-là. Vous avez une enzyme qui va fabriquer ce brin d'ARN ici à partir de la lecture de la région codante, d'accord ? Et puis, vous avez tout un tas de protéines qui viennent se lier ici pour permettre à la polymérase, donc qui est cette enzyme, de démarrer. Et le démarrage, il se fait par le biais d'un certain nombre d'autres protéines qui vont elles aussi se lier à l'ADN, à des endroits souvent très éloignés du début de la transcription. Et ces protéines sont des activateurs, des facteurs, on appelle ça des facteurs de transcription, qui peuvent être soit des activateurs, soit des répresseurs, c'est-à-dire qu'ils vont bloquer la polymérase. Donc vous allez avoir des signaux multiples qui vont provenir de ces éléments répresseurs ou activateurs qui vont permettre soit d'obtenir la transcription, soit de l'inhiber. Donc un système de régulation de l'expression des gènes par le biais de ces protéines. Lorsque mon gène a été transcrit et que je fabrique ma protéine, et que cette protéine est justement un facteur de transcription, eh bien, ce facteur de transcription, eh bien, il va pouvoir agir maintenant sur d'autres gènes. Et il va agir sur ces autres gènes en faisant quoi ? Eh bien, pour certains, il va activer leur transcription de manière plus ou moins importante. Vous allez avoir certains gènes qui vont être très fortement transcrits, d'autres pour lesquels la transcription sera un peu plus faible, et puis d'autres gènes dans lesquels la transcription sera très clairement inhibée. Donc, le même facteur de transcription peut agir à la fois comme un activateur sur certains gènes et comme un répresseur sur d'autres. Donc, un système de régulation par le biais d'un signal d'aval qui permet d'avoir une répartition des actions en aval, avec activation d'un côté et répression de l'autre. Ça va, je suis clair ? Alors, ces facteurs de transcription, ils se lient effectivement au double brin d'ADN. Et vous le voyez ici, vous avez un facteur de transcription particulier, enfin une partie d'un facteur de transcription, qui est en fait une homéoprotéine, ces fameuses protéines à homéobox. Donc ces protéines à homéobox, elles se lient donc sur ces séquences d'ADN très particulières. Donc vous avez des séquences véritablement qui sont reconnues par ces éléments, et vous allez avoir cette hélice d'acide aminé ici qui va se fixer sur ces acides nucléiques que sont l'ADN. Alors, Jean-Louis, tout à l'heure, vous l'a dit, quand on a un embryon qui se met en place, il y a un programme qui se met en place très très rapidement. Et ce programme, c'est un programme qui va en fait rapidement définir des axes. Vous allez définir très rapidement un axe antéro-postérieur, vous allez définir un axe dorso-ventral, et vous allez définir un axe latéral, gauche-droite. Donc vous avez 3 axes qui sont extrêmement importants dans la mise en place de l'embryon. Et
ce que vous avez ici sur ces différentes images, eh bien, c'est l'expression d'un certain nombre de facteurs de transcription. Alors, je ne les ai pas nommés parce que c'est d'une complexité monstrueuse, mais chacun de ces facteurs de transcription différents a un pattern d'expression qui est très spécifique d'une zone donnée de l'embryon. Vous voyez que celui-ci, il est au niveau ventral, d'accord, et il ne touche absolument pas le niveau dorsal. Il s'appelle twist. Ici, vous avez un élément de facteur de transcription qui s'exprime uniquement du côté antérieur, et vous en avez d'autres qui vont s'exprimer plutôt du côté postérieur. Vous en avez ici un qui est dorsal, un qui est purement latéral ici, et puis d'autres qui vont agir en segment ici. Et plus on va avancer dans le développement de l'embryon, plus ces stries ici vont devenir de plus en plus fines, avec d'autres facteurs de transcription plus en aval les uns des autres, qui vont, au fur et à mesure, donner des zones de plus en plus précises. Alors, chez la drosophile, donc la mouche du vinaigre, qui est un organisme de recherche vraiment qui a été extrêmement étudié pour ces éléments-là, eh bien, en fait, vous avez ce qu'on appelle un effet maternel, avec des facteurs de transcription qui sont présents en fait dès le départ dans l'œuf, avec une répartition au niveau de l'œuf, au niveau spatial dans l'œuf, qui vont définir dès le stade de l'œuf, au moment de la fécondation, l'avant et l'arrière du futur embryon. Et ces éléments, c'est bicoïdes ici et nanos, qui vont permettre, zut, je recule maintenant, la mise en place, en fait, d'autres éléments que sont caudal ici et hunchback, le bossu. Vous avez ici donc deux autres éléments qui vont former un gradient antéro-postérieur inverse. Caudal vient de la partie caudale, hunchback vient de l'avant, et la présence de ces facteurs de transcription va agir sur les cellules qui sont ici au niveau de ces différentes zones et vont permettre, par le biais justement de cette capacité qu'ont ces facteurs de transcription d'agir sur l'ADN en fonction de leur concentration pour permettre l'émergence ou pas d'un certain nombre d'autres éléments qui vont définir ces fonctions futures qu'auront ces zones de l'embryon. Alors c'est là que interviennent, un peu après ce que je viens de vous montrer chez la drosophile, la mise en place finalement d'une forme de segmentation de l'embryon. Et cette segmentation de l'embryon, elle est liée à ce qu'on appelle les gènes homéotiques, les gènes OX, qui sont des facteurs de transcription, eux aussi. Ces facteurs de transcription, ils sont, et c'est là que c'est très intéressant, situés sur un même chromosome, et les gènes sont successifs les uns derrière les autres. Vous avez en fait ce qu'on appelle un cluster, c'est-à-dire un regroupement de gènes qui sont situés les uns derrière les autres et qui forment une chaîne, comme vous avez ici. Et cette chaîne, eh bien, on le constate, correspond à la fin à l'endroit où les différents facteurs de transcription vont s'exprimer au niveau des différents segments. Le premier ici, qui s'appelle lab pour labial, eh bien, est exprimé uniquement ici. Le suivant est exprimé uniquement ici. Le suivant ici est exprimé ici, d'accord, et ainsi de suite. On peut continuer. Donc ici, pardon, le blanc ici. On continue avec antenna pédia ici, ultrabithorax ici, abdomen A et abdomen B. Vous voyez ? Donc, vous avez une correspondance entre la position au niveau du chromosome et la position, au final, dans l'embryon de ces différents segments. Alors, attention, projetez-vous. Ceci, c'est dans chacune des cellules. D'accord ? Et donc, il n'est pas question d'avoir, évidemment, ce brin d'ADN qui court le long de l'embryon. D'accord ? Tout ceci est dans chacune des cellules qui vont constituer les éléments qui sont là. Donc, il va falloir que chacun de ces gènes
s'expriment de manière très sélective à un endroit donné et pas les autres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on prend ces éléments génétiques de gènes homéotiques, ces gènes OX qu'on trouve chez la drosophile, ici, et qu'on regarde, par exemple, j'ai pris la mouche, mais j'aurais pu prendre l'humain, c'est exactement la même chose, eh bien, nous avons des correspondances très fortes de ces gènes OX qui sont présentes chez les mammifères supérieurs. On va les trouver chez les poissons, on va les trouver chez toutes les espèces, en fait. Donc vous avez, en fait, ces gènes ici qui sont présents et qui définissent les secteurs de la mouche, des gènes ici qui vont définir exactement les mêmes types de secteurs chez l'embryon de mammifère. Et vous avez exactement les mêmes correspondances, vous le voyez ici, hein, avec des éléments supplémentaires qu'on va trouver ici par le biais de cette duplication en fait, de ABD-B. Mais en fait, vous avez exactement la même succession, cette fois-ci, non pas au niveau d'un seul des chromosomes, c'est le chromosome 3 de la drosophile, mais au niveau de 4 chromosomes, ce qui veut dire que chez les mammifères supérieurs, cet élément de base a été multiplié par 4, et donc vous avez eu des duplications successives au cours de l'évolution qui ont créé dans le génome ces éléments qui vont agir de concert, on va le voir dans la suite de mon exposé. Alors, ces éléments correspondent exactement comme chez la mouche à une expression au niveau des cellules qui constituent l'ensemble de l'embryon, dont une sélectivité topographique de l'expression de ces gènes. Quand on regarde à la fin ce que ça donne, on constate que les endroits qu'a fabriqué, entre guillemets, chacun de ces gènes par rapport à son expression sont là aussi extrêmement spécifiques. Là, la partie labiale forme ici la partie qui est à l'avant, et ainsi de suite. Vous avez ici ultrabithorax qui forme la partie antérieure de l'abdomen ici de la mouche avec la troisième patte, d'accord ? Et puis vous avez ici Antennapedia qui forme cette partie ici avec la patte, voilà, et ainsi de suite. Bon. Donc un système qui, au départ dans l'embryon, génère une topologie d'expression et qui, à la fin, génère des structures très particulières. Alors ça génère des structures très particulières, effectivement, parce que si maintenant j'ai une mutation dans un de ces gènes, j'ai une mutation par exemple dans le gène Antennapedia, ici. Mutation qui fait que ce gène ne va pas s'exprimer seulement ici. D'accord ? Ce gène, dans cette mutation, va bien s'exprimer à cet endroit-là, mais il va également s'exprimer où ? Eh bien, il va s'exprimer ici. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, au lieu d'avoir des antennes, cette mouche, qu'est-ce qu'elle a ? Eh bien, elle marche sur la tête. Elle marche sur la tête parce qu'elle a des pattes à la place des antennes. Donc, vous avez ici un exemple typique que lorsque vous avez une mutation de Antennapedia, eh bien, Antennapedia n'est pas modifié en tant que tel, son programme existe toujours, mais il va s'exprimer de manière ectopique, c'est-à-dire au mauvais endroit. Et donc, de fait, vous allez avoir, à la place des antennes, la mise en place d'une patte. Donc le programme complet se met en place et crée une patte à un endroit où, au départ, vous aviez des antennes. De la même manière, autre mutation, vous faites une mutation sur ultrabithorax ici, et qu'est-ce que vous obtenez ? Au lieu d'avoir une mouche classique avec 2 ailes et un thorax ici complet et son abdomen derrière, eh bien, vous avez maintenant une mouche qui n'a plus un seul thorax, mais elle a 2 thorax, 1, 2, et 2 paires d'ailes. Donc, un système qui génère de manière anormale, à un endroit qui n'a pas de raison d'avoir ce type de fonctionnalité, eh bien, on crée l'ensemble du système, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez
un seul de ces gènes qui va s'exprimer de manière ectopique, eh bien, vous générez le système. Donc, il y a très clairement une coordination spatio-temporelle de l'expression de ces gènes et le développement d'un programme propre qui conduit jusqu'à l'organogénèse finale. Alors, comment ça marche? Parce que, évidemment, vous avez l'ensemble de ces gènes qui est situé sur un brin unique, très proches les uns des autres, et on est en droit de penser que, finalement, quand ça s'exprime dans une cellule, eh bien, tout devrait s'exprimer exactement ensemble dans toutes les cellules. Il n'y a aucune raison qu'il y en ait un seul qui s'exprime à un endroit et pas les autres. Alors, la problématique, elle est liée à la façon dont l'ADN se replie. J'ai un peu de temps, ça va? Oui. 6 minutes. 6 minutes? Oui, ça va, on va faire avec. C'est la façon dont l'ADN se replie. L'ADN, il existe sous plusieurs formes. Vous le voyez ici dans un noyau, vous avez une forme où il est très clair, et puis des endroits où il est très foncé ici. En fait, ça dépend de sa façon dont il se compacte. L'ADN, il a la capacité de se compacter. Et donc, vous allez avoir de l'ADN qui est accessible, qui est décompacté ici, voyez, où on va pouvoir lire les gènes, d'accord? Et puis de l'ADN qui est très compacté ici, et qui peut se compacter de plus en plus de manière importante jusqu'à cette compaction formidable que représentent les chromosomes. Et c'est comme ça que ça marche. Parce qu'en fait, ce que vous allez avoir, c'est des endroits où l'ADN est compacté et des endroits où l'ADN n'est pas compacté. Et votre système ici, avec vos gènes OX, eh bien, il va se retrouver au départ dans un système où il est compacté. Et ce qui se passe, c'est que, en fonction du temps, eh bien, vous allez avoir décompaction du début du chromosome. D'accord? Donc de la partie la plus extérieure, celle que nous avions ici tout à l'heure, je reviens ici. Donc on va commencer par la première partie. D'accord? Donc vous allez avoir décompaction, passage dans le domaine actif avec des changements évidemment dans la structure de l'ADN par le biais d'un certain nombre d'éléments sur lesquels je ne vais pas insister parce qu'on n'a pas le temps, mais vous allez avoir transcription du premier de ces gènes dès le départ. D'accord? Donc, je commence par ça, et puis plus j'avance dans le développement, plus je vais avoir les autres qui vont sortir. D'accord? Mais au début, je vais avoir le premier, puis ensuite le deuxième, puis le troisième, et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est un développement qui se met en place au fur et à mesure. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on regarde ce qui se passe en fait sur ces différents éléments, que sont les gènes OX ici, eh bien, si je suis arrivé à la zone Antennopédia, j'ai en fait tous ces éléments qui, vous le voyez ici, s'expriment. D'accord? Ceux qui sont derrière, ils sont toujours situés dans le domaine inactif, ils ne s'expriment pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Antennopédia code pour un facteur de transcription qui, ah oui, si j'appuie sur ça, ça ne marche pas, qui est un répresseur de l'expression des précédents. Et donc, lorsque j'ai les suivants qui viennent s'exprimer, ils répriment les précédents. Donc vous avez un système où vous n'en avez jamais qu'un seul qui s'exprime. D'accord ? Quand vous êtes dans un secteur où celui-ci peut s'exprimer, à ce moment-là, les autres, les précédents, ne peuvent pas s'exprimer. Et donc, c'est un système qui, dans le temps, met en place ce système très spécifique de l'expression à un endroit donné d'un facteur de transcription donné qui va générer un programme. Chez l'homme, eh bien, on a exactement la même chose avec des zones, voyez, qui correspondent à ces différents gènes, et vous avez de la même manière une correspondance antéro-postérieure avec les membres qui correspondent aux éléments les plus éloignés de ces clusters de gènes. J'avance plus rapidement, on va terminer. Lorsqu'on a des mutations chez l'homme, en particulier des mutations des gènes que je vous ai montrés ici, qui sont les gènes de type 13. Ici, c'est D, vous voyez, OXD, 13. Ils sont notés A, B, C, D. Vous avez 4 chromosomes différents ici.
Eh bien, lorsqu'on a des mutations de OX-D, vous avez des modifications. En rouge, c'est ce qui est perdu, d'accord ? Et vous avez des mains totalement anormales chez les homozygotes, chez les hétérozygotes aussi. Mais lorsque vous avez des mutations multiples qui touchent OXD11, OXD12, OXD13, vous avez des modifications majeures au niveau des mains, et ainsi de suite, j'insiste pas. Vous pouvez avoir des syndactylies ou des sympolydactylies, c'est-à-dire des mains qui correspondent à des doigts collés ou des doigts surnuméraires. Et puis, là, ici, vous avez une main avec 6 doigts, c'est-à-dire un système où vous avez des doigts surnuméraires. Chez la souris, on a exactement le même type d'éléments. Ici, ça touche le OX3 de la souris, OXA3 et OXD3. Vous voyez que vous avez OXA3 et OXD3. Lorsque vous avez une mutation sur OXA3 et OXD3 qui fait que vous avez une mauvaise expression de ces éléments, vous avez une modification de la première vertèbre qui devient une vertèbre tout à fait normale, comme les autres, et qui ne soutient plus correctement le crâne. Alors, je ne vais pas insister sur la thalidomide parce que Jean-Louis Fischer a déjà pas mal parlé de la thalidomide. Ça, c'est un élément qui a une grande importance dans la compréhension de ces mécanismes. La thalidomide, qu'est-ce qu'elle faisait ? C'est que, la thalidomide, elle agit en fait au niveau du bourgeon, comme on l'a vu tout à l'heure, des membres. Ce bourgeon des membres est sous la dépendance d'un certain nombre de facteurs qui sont des facteurs diffusibles, hein, comme les FGF ou comme ce facteur qui s'appelle Sonic Hedgehog ici, et qui permettent le développement en fait du bourgeon de membre pour créer en fait le système tel que vous l'a décrit Jean-Louis. En fait, j'ai fini, oui, j'ai quasiment fini. En fait, ce qu'on a, c'est que le système avec la thalidomide va tuer en fait cette zone ici, les cellules de cette zone, et empêcher le système de se développer. Donc vous allez perdre en fait la capacité de développement. Mais ce qui est intéressant, c'est pas l'amélie, parce que l'amélie c'est la disparition complète, parce que la mort cellulaire a été tellement forte, parce que l'exposition a été prolongée, mais dans les expositions relativement courtes, en fait, vous avez un système qui va récupérer la possibilité de développer quand même un membre. Mais vous avez perdu du temps dans le programme, et du fait d'avoir perdu du temps dans le programme, en fait, vous ne développez que la fin du programme. Et c'est pourquoi ces enfants ont des mains qui sont au bout de membres atrophiés. D'accord ? Donc un système qui cherche quand même à récupérer le programme. Le programme se développe malgré tout, mais évidemment avec une temporalité qui n'est pas la bonne. Je termine avec un élément. Il n'y a pas que les gènes OX dans la vie. Il y a également des mutations qui peuvent toucher d'autres types pour faire des monstres, on n'est pas obligé d'utiliser les gènes OX. Hein. Vous avez des mutations qui touchent d'autres types d'éléments. Ici, c'est une mutation ponctuelle qui a été obtenue par des chercheurs dans les années 70 sur une mouche sur laquelle ils faisaient de la mutagénèse aléatoire. Et ils ont remarqué que dans la mise en place de l'œil de la mouche, vous avez en fait, l'œil de la mouche est constitué d'une série, vous voyez, d'éléments comme ça qui sont positionnés les uns par rapport aux autres. J'ai terminé, c'est ma dernière diapo. Donc ce système crée en fait 8 cellules qui sont des photorécepteurs qui ont une spécificité pour un panel de longueurs d'onde de lumière différentes. Donc la mouche est capable, avec ces différents éléments, de voir un certain nombre de choses. Ils se sont aperçus que la mouche avait en fait perdu, à cause de cette mutation ponctuelle, une de ces cellules, la 7e, ici, et qu'elle ne voyait plus les UV. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez ici un œil de mouche normal, et là, vous avez l'œil de la mouche qui est anormal. Cette mouche, ils l'ont appelée Sevenless, parce qu'elle avait perdu le récepteur numéro 7, et donc, on l'appelait Sevenless. Sevenless a donc un œil absolument monstrueux. J'ai cherché, malheureusement, je n'ai pas retrouvé. J'avais vu des images de Sevenless il y a une vingtaine d'années. C'est une horreur absolue. C'est véritablement un monstre au sens propre du terme. Et Sevenless, en fait, eh bien, c'est un récepteur. Ce récepteur, eh bien, vu la mouche, il faut évoquer Frankenstein. C'est-à-dire qu'immédiatement, les chercheurs qui ont pensé à Sevenless, ils ont pensé à Frankenstein. Parce que cette mouche était vraiment horrible.
Et quand ils ont cherché des partenaires de Sevenless, et en particulier, puisque c'est un récepteur, le ligand de ce récepteur, ils ont trouvé le ligand de ce récepteur. Et le ligand de ce récepteur, eh bien, comment est-ce qu'ils l'ont appelé? Eh bien, ils l'ont appelé en fonction des films qu'ils avaient vus dans leur jeunesse. Eh oui! Ils l'ont appelé Bride of Sevenless. Et voilà. Donc, vous avez ici un récepteur qui s'appelle Sevenless, et vous avez le ligand de ce récepteur qui s'appelle Bride of Sevenless, comme dans le film. Et puis ils ont été plus loin, ils se sont dit on va chercher d'autres éléments un peu en aval pour savoir qu'est-ce qui se passe quand on a activé ce récepteur. Et là ils ont trouvé un certain nombre de protéines, dont celle-ci, qu'ils ont appelée comment? Et voilà, Son of Sevenless. Donc vous avez ici une cascade d'événements qui conduit ensuite à la transcription de nouveau. Vous avez des facteurs de transcription ici. Donc un système qui est un système de signalisation tout à fait classique qui, en fait, rapporte à la question des monstres et donc à la mise en perspective du travail des scientifiques avec finalement toute la culture que nous avons dans la vie réelle en fait. Il faut bien comprendre que, en particulier les chercheurs en drosophile sont des gens pas tout à fait normaux et que donc on a véritablement une population là qui a une imagination sans borne. Il y a des sites sur internet que je vous conseille qui permettent d'avoir les noms de ces mouches les plus amusants possibles. Voilà, j'en ai terminé. Donc, merci beaucoup. Alors de communication finalement donc pas forcément donc complémentaire, mais en tout cas donc convergente. Là, la première qui était une sorte de grande fresque comme ça sur les monstres, et puis la deuxième qui nous expliquait tout ce qu'on voulait et tout ce qu'on avait toujours rêvé de savoir sur les gènes OX. Et vous voyez d'ailleurs la transcription donc visuelle permettant de résoudre en partie donc l'énigme. Alors évidemment, on pourrait aussi se poser une autre question par rapport à l'image qui a été présentée donc juste avant, parce que elle n'est pas résolue, ça correspond encore à une énigme. C'est pourquoi Frankenstein est-il toujours représenté dans 90% des cas avec une couleur verte. Voilà, donc là c'est une énigme, de fois il a une autre couleur, mais dans l'immense majorité c'est une couleur verte. Voilà. Donc là c'est une énigme à résoudre, mais peut-être avez-vous des questions, des compléments, donc des interrogations, des témoignages, des précisions. Oui. Si, moi j'ai une question sur à Nicolas. Étant donné qu'on sait repérer, c'est-à-dire qu'on peut créer des monstres en fait. Est-ce qu'on peut intervenir à ce niveau-là? On peut créer des monstres, bien sûr, oui. Ah, pardon. Oui, on peut créer des monstres, bien sûr, mais l'idée est évidemment pas de créer des monstres. Je pense que personne ne cherche à créer des monstres en tant que tel. Je veux dire, c'est pas le but. Par contre, je pense que il y a des recherches qui s'intéressent à revivifier ces programmes de manière à éventuellement recréer des organes, recréer des membres, éventuellement pour permettre à des gens qui ont eu, comme les lézards qui perdent leur queue, retrouver finalement un membre perdu. Donc là, il y a certainement des objets de recherche tout à fait fantastiques à imaginer, oui. Oui. Oui, une question? Oui, merci. Ma question, c'est vous avez un peu distingué le monstre et la monstruosité. Que reste-t-il de monstrueux une fois que la science a fait son travail? Vous avez essayé d'en réintroduire un petit peu à la fin en disant que l'imaginaire des scientifiques s'inspirait du monde fantastique. Mais c'était assez flagrant dans l'exposé de Jean-Louis Fischer qu'en fait, une fois qu'on a traduit les créatures qui hantent les colonnes romanes en des monstruosités tératogéniques, tératologiques bien identifiées, tout ça paraît quand même assez maîtrisé, dompté. L'imagination en furie qui produit des monstres est bien domestiquée. Donc la fonction de l'activité scientifique sur la domestication de l'imaginaire monstrueux?
Oui, alors moi je pense que l'imaginaire n'a pas besoin des explications. Les explications, en plus, je pense qu'on rentre dans des domaines où la complexité, les concepts sont d'une difficulté majeure et expliquer ces modifications au niveau moléculaire dans chaque cas, de toute façon, est probablement mission impossible. Parce que vous avez toujours une conjonction d'éléments génétiques et d'éléments environnementaux. Les choses sont obligatoirement liées. Donc, de toute façon, c'est pas parce que vous allez avoir un enfant qui a telle mutation que l'autre enfant à côté qui a la même mutation va générer exactement les mêmes symptômes. Donc, de toute façon, vous allez vous retrouver dans une situation où le système nous échappe quelque part. D'autre part, si on parle d'imaginaire, l'imaginaire a depuis largement dépassé. Quand j'ai parlé des X-Men tout à l'heure, les X-Men sont une fabrication tout à fait extraordinaire de l'utilisation de la notion de mutation, puisqu'on a bien des mutants, on nous le dit dès le début de ce comics, hein, qui date du début des années 50. Vous avez un système où les mutations sont établies comme étant la cause des modifications que subissent les personnages, mais on est dans l'imaginaire formidable avec la mise en place de personnages qui ont des capacités que la génétique ne pourra jamais mettre en place. Il est très clair qu'on est là dans un univers totalement fantastique. Donc, moi, je ne suis pas inquiet du tout pour l'imaginaire et du fait que la science, à un moment donné, tue cet imaginaire. Je n'y crois pas du tout. Au contraire. La science a toujours nourri l'imaginaire, que ce soit en science-fiction, en fantastique. Des gens comme Lovecraft étaient aussi passionnés par tout ça. Et c'est tant mieux. Pour répondre à des questions qui s'étaient posées sur le vert, Frankenstein est vert. Mais il faudrait savoir quand est apparue cette couleur verte chez Frankenstein. Parce que le premier, s'il peut ressembler à un humanoïde martien, les martiens sont verts, ça date du créateur de Tarzan, dont j'ai perdu tous les noms maintenant, le créateur de Tarzan, dans La princesse de Mars, le martien est vert. Et pourquoi il est vert? Et pourquoi? Alors, il y a un physiologiste au XVIIIe siècle qui a posé la question, mais pourquoi les hommes ne sont pas verts? Et pourquoi ils sont blancs? Pourquoi il y en a des noirs? Pourquoi il y en a d'autres couleurs? Et lui, la grande théorie, qui était celle du pouvoir d'imagination de la femme enceinte sur le fœtus, avait dit, s'il y avait eu une femme, quelque part dans le monde, qui avait aimé la couleur verte, elle se serait imprégnée de cette couleur et le fœtus aurait été imprégné de vert et nous aurions une génération d'hommes verts. Voilà, c'est encore la faute des femmes. Une possibilité. Oui, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les essais par rapport aux hybrides, dans quel but? Pour les hybrides, quel est le but de ces essais? C'était le but de pouvoir fabriquer des organes pour des greffes, hein, c'était ça, hein, c'était surtout... Mais on a eu cette idée déjà dans les années 20-30 avec un médecin qui s'appelait Voronov qui faisait des greffes aussi. Et son idée était aussi de quelque part de produire des animaux pour pouvoir avoir des greffes. Donc c'est quelque chose qui date de loin, mais qu'on arrive aujourd'hui à une technologie qui est quand même... c'est inquiétant ou pas, j'en sais rien, mais si on arrive à faire, là pour l'instant, on prend du cytoplasme de vache, on met un noyau fécondé humain dans ce cytoplasme et on doit arrêter au 14e jour, mais si on continuait une gestation, on aurait un humanoïde qui aurait à peu près 99% de patrimoine humain et 1% de patrimoine de vache, mais que ferait ce 1% de patrimoine de vache? Je sais que ça a échoué jusqu'ici, mais ils ont essayé aussi avec les mammouths sur des
des ovules d'éléphante et de réinsérer le génome d'un noyau de mammouth. Donc, mais ça ne marche pas. Heureusement, oui, sans doute. Alors moi, j'avais une question pour chacun de vous deux. Alors, pardon si je formule les choses de manière trop imprécise. Je regarde mes notes. Donc, la question à Jean-Louis Fischer, c'était alors... Est-ce qu'on a compris pourquoi la cellule de l'oursin se régule et pourquoi celle de l'acidie ne fait pas pareil? Et alors la question à Nicolas, c'était par rapport à cette photo étrange du bébé Shiva à quatre membres. Donc tu nous as parlé justement... de gènes qui s'expriment de manière ectopique avec déplacement, mais ça n'explique pas le mécanisme de la prolifération. Donc quand il y a 4 membres, est-ce que tu pourras nous expliquer ce qui s'est passé? Concernant l'isotropie, c'est-à-dire un œuf qui peut réguler, et l'anisotropie, un œuf qui ne sait pas réguler, c'est dans le patrimoine de... L'acidie, c'est ce qu'on appelle, c'est une espèce d'organisme. Il y a juste, non, c'est pas du tout. Comment on appelle le concombre de mer, voilà. C'est le concombre de mer, voilà. Alors il y a des centaines d'espèces, il y en a qui font quelques millimètres. C'est un organisme qui a une entéropostériorité. Oui, tout à fait. Un organisme qui a une entéropostériorité. Du coup, il y a une nécessité de mettre en place cette antériopostériorité, alors que chez l'oursin, il n'y a pas. Oui, mais c'est peut-être pas suffisant pour... C'est sûrement pas suffisant. Non, c'est une explication qui vaut ce qu'elle vaut, mais le fait que chez l'oursin, il n'y a pas la nécessité de mettre en place cette antériopostériorité fait que quand on retire une cellule, globalement, elle n'a pas besoin de créer... on n'a pas perdu la capacité de créer. On va peut-être avoir des oursins plus petits. Oui. Mais ils sont plus petits, bien sûr. Plus petits, mais à la fin, l'orientation globale ne pose pas de problème. Mais on a chez le cténophore, je ne sais pas si tu connais le cténophore, qui est aussi un invertébré qui a des palettes ciliées. Il a 8 palettes ciliées et au fur et à mesure qu'on retire un blastomère, il perd une paire de ces palettes ciliées. Ouais. Donc comme si au départ, toutes les palettes étaient déjà imprimées et le fait de diviser, de la division, ça sépare ces palettes ciliées. Mais c'est un phénomène très particulier. Et Shiva ? Alors, le bébé Shiva, moi, je n'ai pas l'explication, parce que j'ai trouvé ça dans un cours, ça vient d'Inde. Hein, donc, j'ai trouvé ça dans un cours sur YouTube par un professeur de biologie moléculaire indien. J'étais assez sidéré, parce que j'avais encore jamais vu ce genre de choses. C'était un cours sur les gènes OX, donc voilà pourquoi. Très clairement, pour moi, la problématique, elle est identique à ultrabithorax. C'est-à-dire que là où on crée une mouche qui a 2 thorax l'un derrière l'autre, par le fait que ultrabithorax s'exprime de manière ectopique, à la place d'un des segments abdominaux. Donc on a un des segments abdominaux qui disparaît, mais à la place, on a un deuxième thorax qui se met en place. Là, c'est un peu la même chose. On a en fait une localisation ectopique, mais ça peut arriver même avec des bras normaux, d'avoir des bourgeons qui ne sont pas au bon endroit, et du coup, l'implantation des bras est anormale. Donc vous avez, de fait là, dans le cas présent, c'est probablement le démarrage ectopique de cette prolifération. Je n'ai pas d'éléments qui me permettent de répondre à cette question. Autre question, interrogation, témoignage, hein, si on ne sait pas, mais oui. Moi, ma question serait plutôt, vous allez me prendre pour un savant fou, mais j'ai eu une conversation avec un ami qui est passionné de biologie de génétique, et il m'a formulé l'hypothèse qu'on était capable
de créer une véritable licorne. Et justement, je pense que cet exposé prouve du coup ce qu'il me disait, même s'il n'avait pas les connaissances pour me l'expliquer, puisqu'on sait quel bout, quel code placer. Et donc, est-ce qu'on pourrait véritablement créer, avec cette connaissance, une licorne, par exemple, en utilisant un code de Nerval pour la corne Si on savait exactement qu'est-ce qui crée la corne, oui, mais moi, pour l'instant, ces programmes sont quand même... vous l'avez vu, c'est des programmes d'une complexité monstrueuse. Oui, oui. Vous avez un nombre de gènes qui doivent s'exprimer à un endroit précis et ils sont liés les uns aux autres, vous l'avez bien compris. Donc, de ce fait, j'ai un peu de mal à penser qu'une équipe de chercheurs serait en mesure de faire ça. Déjà, il faudrait qu'ils trouvent l'argent pour le faire, ce qui serait peut-être déjà la première question à se poser. Il faudrait trouver des gens suffisamment intéressés ou suffisamment fous pour se lancer dans un programme comme ça. Ensuite, pour moi, c'est extrêmement compliqué, vraiment extrêmement compliqué. Donc au mieux, on pourra créer une chimère, c'est ça ? Une chimère, oui, éventuellement, mais encore. Et encore. Chimère. Il faudrait que cette chimère soit viable, parce que la plupart des chimères sont pas viables. D'accord. Si vous voulez créer une licorne, vous prenez, comme vous dites, une dent de... Pas de Mersouin, de Nerval, voilà. Prenez une dent de Nerval, puis vous la collez sur... La collez, oui. Vous la collez, d'accord. C'est moins fantastique visuellement quand même. En utilisant ça, on a réussi à remettre des dents dans un certain nombre de mâchoires d'oiseaux, par exemple. Donc il y a la possibilité effectivement de faire ce genre de choses. D'accord. J'aurais une question aussi pour Monsieur Fischer, mais du coup, mes exigences viennent de tomber à la baisse. Enfin, mon imagination est tombée à la baisse plutôt, parce que j'imaginais après votre exposé qu'on était peut-être capable de faire de la, j'ai plus le mot, de la paléontératologie sur l'homme lui-même, pour retrouver entre guillemets, pour reproduire l'image de nos ancêtres qu'on a perdue, puisque leurs fossiles se sont soit dégradés, et essayer de retrouver les gènes qui auraient formé leur visage tout simplement, et visiblement déjà qu'on n'arrive pas à faire des licornes, quel dommage. Alors un crâne authentique de Néandertal ou de l'homme de Luzon ou quelque chose du genre, je pense que là je rêve. Je pense, oui. Tant pis. Peut-être un mutant qui reviendrait. Juste pour rebondir là-dessus, d'abord, en fait, la dent de narval collée sur un cheval pour faire une licorne, ça existe un petit peu, en fait, au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, dans la Grande Galerie de l'Évolution. Il y a un dodo empaillé, et en fait, si on regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit que c'est une chimère, en fait, qui a été faite à partir de restes de différentes choses, pour donner l'illusion de ce qu'était un dodo. Parce que j'étais très surpris de voir un dodo empaillé. Donc, voilà. Et la question de, finalement, pourquoi un cheval avec une corne collée sur la tête est moins impressionnant qu'un cheval qui naîtrait naturellement avec une colonne, une corne, pardon. On peut se poser la question, par exemple, sur la figure du cyborg, qui est le monstre à la fois organique et mécanique. On imagine toujours que la greffe mécanique doit se faire dans la chair, mais en fait, ça se fait beaucoup plus efficacement avec un casque ou une interface externe qu'on peut déposer. Donc peut-être qu'ici, il y a notre propre imaginaire de la fusion de la chair à quelque chose d'autre qu'il faudrait interroger. Et puisque je viens de parler des cyborgs, je reviens sur ma première question indirectement. J'ai bien entendu l'appel effectivement à conserver notre regard d'émerveillement sur la science, et c'est vrai qu'il y a toute une histoire à faire sur la manière dont chaque science produit ses propres monstres, et comment, par exemple, Frankenstein, pour parler de lui, est le produit de la science de l'électricité et du magnétisme, ou des choses comme ça. Mais en fait, il y a quand même
une petite guéguerre qui a lieu entre les scientifiques et les littéraires, on va dire, puisque le terme a été bien avancé par M. Burmeister, mais au sens où, par exemple, le concept de cyborg, il a été créé pour promouvoir le voyage dans l'espace dans une revue d'astronautique. Et quand, dans les années 80, il y a eu des fictions de cyborg, comme Terminator, par exemple, eh bien, on a interrogé le créateur du néologisme en lui disant « Qu'en pensez-vous » Et il a considéré que c'était des échappées monstrueuses, justement, de l'activité scientifique qui était, elle, à l'abri de tout ça. Donc, quand je parle de guéguerre, c'est au sens où est-ce que les créatures de fiction sont l'émanation ensauvagée des conceptions rationnelles des laboratoires, ou est-ce que les conceptions rationnelles des laboratoires sont elles-mêmes l'expression d'une fantasmatique beaucoup plus large, et qu'on ne chercherait pas les gènes du développement Hox et autres s'il n'y avait pas au départ la figure de Shiva ou ces figures étonnantes et monstrueuses. Ouais, moi, je vais répondre un petit peu, en une réponse de Normand, bien que je ne sois pas du tout Normand. Je pense que ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que, comme je l'ai montré, les scientifiques ont une véritable imagination et sont mangés par l'imaginaire de leur époque. C'est-à-dire qu'il y a véritablement un aller-retour entre les fictions, les mythologies, les éléments de la vie courante qu'ils rencontrent et leur travail et la façon dont ils abordent leur travail. Mais d'un autre côté, évidemment, la fiction se nourrit de science. Je parlais tout à l'heure des X-Men. C'est pas un hasard si les X-Men apparaissent à la fin des années 50. Les X-Men, c'est typiquement lié à l'émergence de la notion d'ADN, de la notion de mutation, qui est une notion qui, dans les années 40, n'existait pas. Qui savait ce que c'était que l'ADN dans les années 40 ? Personne. Je veux dire, l'expérience d'Avery, qui est l'expérience qui montre que c'est l'ADN qui est le support de l'information génétique, expérience fondamentale, elle date de 1944. Donc on est dans un système où on a avant ça aucune, et de toute façon Avery, il a été contesté jusqu'à la fin des années 40. C'est seulement lorsque Watson et Crick démontrent que c'est bien l'ADN et qu'on a tout un système derrière qui va se mettre en place que les choses commencent à avancer. Mais donc avant l'ADN, vous regardez dans Rice Burroughs, vous regardez Conan Doyle, vous regardez même Lovecraft et compagnie, ces gens-là ne parlent jamais d'ADN, ils ne savent même pas ce que c'est. Je veux dire, on est donc dans un imaginaire qui ne peut pas se nourrir de quelque chose qui n'existe pas. Donc il est obligé de fabriquer à partir de ce qu'il a. Voilà. Il y a des mutants sans ADN. C'est-à-dire il y a des mutants avant l'ADN, en fait. Il y a des mutants dès la fin du 19e siècle, et il y a toute une littérature proliférante dans les années 30 sur des mutants et même la mutagénèse. Oui. Mais donc, en fait, l'ADN, ça vient... Mais parce qu'on savait, parce que la génétique avait montré qu'on pouvait faire des mutations, mais on ne savait pas sur quoi on agissait. On disait, il y a des mutants, on sait faire des mutants. On irradiait, on avait des mutants. Donc on savait. Mais pour autant, est-ce que l'explication, on ne l'avait pas. On savait seulement que ça marchait, qu'on pouvait faire de la mutagénèse, effectivement. Oui, comme j'expliquais là tout à l'heure, à propos du terme de monstre, les généticiens, en particulier Richard Goldschmidt, dans les années 30, invente le terme de monstre prometteur. Hein, c'est-à-dire, c'est le monstre qui va permettre, c'est le mutant, en fin de compte, qui va permettre de découvrir. Donc, il y a ce concept de monstre qui est bien là. Mais on pourrait aussi parler des extraterrestres, qui sont des monstres extraordinaires aussi. Et E.T. en particulier, moi j'ai fait une tératologie de E.T., de la tête aux pieds, ce ne sont que des formes tératologiques. Il est anencéphale, il est synophtalme, il est électrodactyle, enfin il a... Alors est-ce que l'inventeur
l'a fait en sachant ce que ça existait ou c'est un hasard? Voilà. Oui, encore une question? Bonsoir, donc, merci pour tous les exposés de cette journée, notamment ceux qui traitent de l'imaginaire et ceux qui traitent de la science. Mais ma question rejoint les remarques précédentes. Alors, question ou remarque, est-ce que la science moderne ne serait pas en fait créatrice de monstres, bien plus que par le passé, où j'ai eu le sentiment, en tout cas à travers les conférences de tout à l'heure, que la monstruosité du passé était plutôt un reflet de l'âme, de défauts moraux, de vices, etc., donc qui se projetaient vers l'extérieur. Et j'ai le sentiment qu'en fait la science moderne, avec la découverte de toutes les possibilités justement de l'ADN, souhaiterait au fond, sans se l'avouer, alors avec bien sûr plutôt un objectif médical, mais souhaiterait au fond, est-ce que c'est pas très humain, créer des monstres ou recréer ces monstres fabuleux, comme la question de la licorne tout à l'heure, en voir des êtres de chair et de sang qui pourraient dépasser donc les frontières de l'humain, de l'animal, etc. Est-ce qu'il n'y a pas malgré tout une envie? On voit le succès du monstre du Loch Ness, par exemple, cette quête sans fin qui fait qu'on cherche, on sait qu'on court après une chimère, mais il y a une envie de voir ces êtres bouger devant nous. Donc on est allé, j'ai l'impression, vers l'extérieur, d'une symbolique morale, liée plutôt au défaut de l'âme, vers une fascination pour des caractéristiques monstrueuses extérieures. Donc la science qu'elle souhaiterait peut-être, sans le dire, produire, ou qu'elle produit par accident avec des médicaments, des molécules, sans forcément maîtriser tous les tenants et aboutissants. Voilà. Merci. On ne pense pas que la science a envie de faire vraiment des monstres. À moins que vous pensiez aux hybrides, bien sûr, là, qu'est-ce que ça va devenir. L'idée de créer des monstres, ou comme vous... Ah voilà, on a des monstres typiques, le monstre du Loch Ness, le Yeti, vous avez remarqué, ils sont toujours tout seuls. Parce que le monstre ne se reproduit pas. Hein. Vous savez, depuis Aristote, quand il définit le monstre, c'est celui qui diffère de l'homme, du père. Donc le premier des monstres, c'est la femme. Ah oui. Mais un vrai monstre ne se reproduit pas. En vue de quoi? La femme est utile en vue de quelque chose. Parce que le monstre, lui, ne se reproduit pas, donc il est inutile. Mais aujourd'hui, je ne pense pas qu'on ait envie de créer des monstres. Je ne sais pas. Pour essayer de répondre à votre question, effectivement, on sent dans l'actualité, par le biais d'un certain nombre d'informations qu'on a de la Silicon Valley en particulier, de tous ces multimilliardaires qui se sont créés, qu'il y a la volonté d'un transhumanisme. Donc la volonté de transformer l'humain pour en faire autre chose. Donc l'idée de créer les conditions en y mettant beaucoup d'argent pour à la fin obtenir un allongement de la vie, une meilleure résistance à un certain nombre d'agressions, une capacité à faire des choses qu'on ne savait pas faire, par exemple du sport, avec un certain nombre de gènes qu'on va pouvoir vous insérer, qui vont permettre à votre myoglobine de beaucoup mieux absorber l'oxygène et donc ensuite d'être beaucoup plus efficace au niveau... On a fait des races de chiens là, récemment en utilisant justement par des transgènes qui ont une capacité musculaire beaucoup plus importante. Et la question qui se pose effectivement, c'est de savoir s'il n'y a pas des gens qui pensent à faire ça chez les humains pour obtenir des sportifs beaucoup plus compétitifs. Et donc là, on n'est même plus dans le dopage. Là, on a dépassé totalement tous ces éléments. Donc oui, ces éléments, ils existent. On le sait. Il y a des scientifiques
que je ne qualifierais pas de fous, parce qu'ils ont des objectifs qui sont totalement anti-éthiques, mais en même temps, je veux dire, on sait très très bien que l'être humain est un être d'une curiosité sans nom, et que dès qu'une possibilité s'ouvre, ben finalement, on a tendance à aller dans ce sens-là, même s'il y a des résistances morales, des résistances éthiques, déontologiques et tout ce que vous voulez. À un moment donné, les barrières finissent toujours par sauter, parce que la technologie permet de faire des choses que jusque-là on ne pouvait pas faire. Alors l'exemple le plus épouvantable est probablement ces petites filles chinoises là, qui sont nées de ce gynécologue qui a fait une modification avec CRISPR-Cas9 de leur génome, en leur permettant en fait en leur supprimant l'expression d'un récepteur qui est le récepteur du virus du sida. Alors le problème, c'est que ce récepteur, eh bien, il ne sert pas qu'à la réception du virus du sida. Il a d'autres fonctions. Et que donc, enlever l'expression de ce récepteur de manière définitive chez ces enfants risque d'avoir des conséquences que personne ne mesure. Et donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que une fois de plus, on est avec des apprentis sorciers, puisque les dernières évaluations de la méthode CRISPR-Cas9, qui a commencé à devenir relativement aisée dans les laboratoires, montrent que, en fait, cette méthode qui était soi-disant extrêmement spécifique et qui ciblait des gènes très particuliers par le biais de la technologie soi-disant sécurisée, en fait, on s'aperçoit que quand on l'utilise, eh ben, y a des choses qu'on ne voit pas. On fait des choses qu'on ne voit pas, et on supprime parfois des bouts de génome qui sont totalement invisibles. Et puis, lorsque on étudie les cellules qu'on a transformées ensuite, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on a perdu une fonction. Et on ne sait pas très très bien pourquoi ça a touché ces endroits-là. Donc, on est encore, de toute façon, comme toujours, avec des apprentis sorciers. C'est-à-dire qu'ils croient qu'ils ont la technique qui leur permet, mais les gens font n'importe quoi. Alors, vous n'empêcherez jamais ce type de personnes de faire ce genre de conneries et de se lancer dans des programmes totalement délirants. Il y aura toujours quelqu'un avec suffisamment d'argent pour mettre de l'argent sur la table pour faire ça. Mais moi, j'ai quand même confiance dans la façon dont on dispose d'un certain nombre de techniques depuis quand même maintenant une bonne trentaine d'années. On ne peut pas dire que, par exemple, la technique de fécondation in vitro, bon, il y a eu des excès. On a eu une femme de 65 ans qui a eu, en Italie, il y avait un médecin qui faisait qui avait permis à une femme de 65 ans d'avoir un enfant pour sa fille. Bon, je veux dire, ok, mais enfin, c'est un cas isolé. Vous voyez bien qu'on n'est pas non plus dans quelque chose qui se met en place de manière insidieuse et qui, petit à petit, devient la réalité. La pression de notre éthique, de notre façon de regarder le monde et la façon dont nous vivons fait que ces éléments-là restent quand même des cas isolés. Moi, je ne suis pas si inquiet que ça sur l'avenir de la science et la capacité qu'elle a de... Elle va créer des monstruosités, c'est évident, d'accord ? C'est évident. Mais ça restera des cas isolés. Ça restera des cas isolés parce que de toute façon, nous sommes des apprentis sorciers. Nous ne maîtrisons rien. D'accord ? Que les choses soient claires, nous ne maîtrisons rien. On parlait des licornes tout à l'heure. Vous allez vouloir mettre une corne à un cheval et vous allez vous apercevoir que, eh bien, vous allez lui faire des malformations cardiaques monstrueuses qui fait que de toute façon, il va vivre 1 an et puis c'est fini. Donc, vous voyez, je veux dire, les choses ne sont jamais aussi simples qu'on le voudrait. On a la biologie. C'est véritablement de la complexité à un niveau qui est extrêmement difficile de penser. On ne le pense pas. On a une difficulté fondamentale à penser la complexité de cette biologie.
Et sinon, pour voir des licornes, il faut aller au château de Voiron, où il y a le musée d'art contemporain, où il y a une licorne, donc comme la création en fait du dodo au muséum de Paris. On va clôturer pour cet après-midi et je remercie donc Frédéric Chauveau pour l'animation et la maîtrise du temps, Nicolas Bourmeister, Jean-Louis Fischer et Richard Guérino. Et donc vous êtes invités à un buffet qui est à l'étage et on reprend avec Que reste-t-il du monstrueux avec Thierry Hoquet et je vous dis à tout à l'heure.